Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va d'abord parler des retraites. Hier, la présidente de l'Assemblée nationale a expliqué qu'elle n'était pas favorable à ce que cette réforme passe par voie d'amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle demande à ce que le gouvernement prenne le temps de la concertation. Est-ce qu'elle a raison ? D'abord, je voudrais commencer, si vous me le permettez, bien sûr, par adresser tout mon soutien aux courageuses femmes iraniennes. On en reparlera, bien sûr. On regardait avec effectivement beaucoup d'attention ce qui était montré, parce que je crois qu'elles font preuve d'un courage pour défendre leur liberté, qui force l'admiration. Et nous, dans l'Occident, nous devons, en tout cas en Europe, je pense que nous devons les soutenir de manière vocale et claire. Pour vous répondre sur la question des retraites, moi je pense qu'on n'en est pas encore au comment. C'est-à-dire qu'à mon humble avis, on doit d'abord... C'est pourtant la question du moment. Oui, c'est vrai que c'est la question du moment, mais je pense qu'on doit d'abord discuter du quoi, c'est-à-dire que mettons-nous dans cette réforme. Mais alors si on discute d'abord du quoi, il faut un peu de temps pour le faire. Ça veut dire que vous Absolument. plaidez plutôt pour l'idée qu'on prenne le temps d'en discuter, qu'on prenne le temps de partager le constat. C'est un peu contraire avec l'idée de se dire vite, on le fait maintenant. Non, moi je suis sur la ligne du président de la République qui a redit encore hier à quel point il souhaitait que le gouvernement fasse des consultations. Et c'est ce qui est fait. Vous savez, j'ai échangé avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur ce sujet. Et je sais qu'il reçoit régulièrement pour ces consultations les partenaires sociaux. Il les a vus lundi, en effet. Exactement. La Première ministre Elisabeth Borne a reçu le rapport du COR, du Comité d'orientation des retraites, pour à la fois travailler sur la question de l'équilibre budgétaire, qui est important, mais qui n'est pas, à mon sens, l'aspect le plus important. Pour moi, le plus important, c'est comment on améliore la vie des personnes qui sont à la retraite et qui ont des faibles revenus. Je pense aux femmes, je pense aux personnes qui ont des carrières hachées, je pense à toutes les personnes qui ont des métiers pénibles et qui doivent être prises en compte et qui ont commencé à travailler tôt. Si vous voulez parler un instant du fond, je voulais le faire après, mais pas de souci, on va parler du fond, mais on parlera quand même de la forme après. Est-ce que le projet du gouvernement aujourd'hui, c'est toujours, comme pendant la campagne présidentielle, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans? Est-ce que c'est toujours ça qui est sur la table aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est vraiment la négociation, la discussion. Et donc on ne peut pas vous dire on ouvre une négociation, mais voilà ce sur quoi on veut aboutir. Donc c'est un travail minutieux, patient, qui est de construction vraiment, mené par le ministre du Travail et bien sûr sous l'autorité de la Première ministre Elisabeth Borne. Et là, les partenaires sociaux partagent, eux, leurs constats, leurs diagnostics, leurs demandes, leurs revendications, leurs propositions aussi. Et c'est sur cette base que la discussion aura lieu, y compris, bien sûr, au niveau parlementaire. Vous savez que la Première ministre Elisabeth Borne a reçu les présidents de tous les groupes parlementaires ces derniers jours, justement, pour échanger avec eux et partager ces grands objectifs. Avec, on reviendra à la forme dans un instant, mais y compris des partenaires de votre majorité, comme François Bayrou, comme le président du groupe Modem, Jean-Paul Mattei, qui disent si c'était une voie d'amendement maintenant, ce serait une méthode brutale, un passage en force, voire on voterait contre. Oui, c'est vrai. Ce que j'observe aussi dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne remettent pas du tout en cause la nécessité de faire cette réforme. Moi, je suis une personne optimiste. Je veux dire qu'il y a un consensus, en tout cas dans la majorité, et parfois un peu au-delà, sur la nécessité de faire la réforme, et qu'ensuite les discussions, elles doivent exister sur ce que nous mettons dans cette réforme d'une part. Et vous avez raison, le comment est important aussi. C'est la manière d'aboutir et de faire en sorte qu'il y ait un travail le plus large possible sur la question des retraites. Alors vous dites on concerte, on discute, on est d'accord pour ça. Hier, à votre place, Philippe Martinez de la CGT disait mais on peut faire une réforme sans faire de mesure d'âge, sans travailler plus longtemps. Lui dit il y a plein de manières d'équilibrer le système de retraite. Il a cité des exemples, il dit mais attaquons-nous à réduire le chômage, à augmenter les salaires pour que ça fasse rentrer plus de cotisations retraite, à améliorer l'emploi des seniors pour qu'ils cotisent davantage, mettons fin aux exonérations des cotisations que les patrons payent, et il dit avec tout ça on équilibrera le système. Est-ce que vous pouvez imaginer une réforme où on fasse tout ça sans toucher à l'âge, sans toucher à la durée du travail? Moi d'abord, je trouve ça très bien que la CGT fasse des propositions, soit à la table, partage le constat qu'on a besoin de transformer notre système de retraite. Donc ça veut dire qu'on partage déjà le constat et l'objectif et fasse des propositions. Sur la question du chômage, mais Philippe Martinez a parfaitement raison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un de nos grands objectifs, c'est d'aller vers le plein emploi. On n'a jamais eu ou rarement un taux de chômage aussi bas. Dans les dernières années, on est à un taux historiquement bas, avec même des records. J'étais en déplacement en Côte d'Or où le taux de chômage est autour de 5%. C'est le plus bas qui n'ait jamais été atteint dans le département. Vous avez même aujourd'hui des secteurs en tension qui recrutent et qui ne trouvent pas à recruter. Je pense à l'hôtellerie-restauration, mais aussi le bâtiment et d'autres secteurs. Donc ça veut dire que cet objectif de plein emploi, il est à notre portée, est-ce qu'il a raison atteignable. Jusqu'au bout, Philippe Martinez, parce que lui il dit faisons tout ça et ne faisons pas de mesure d'âge. Est-ce que vous lui répondez d'accord, ou est-ce que vous dites faisons tout ça et faisons aussi une mesure d'âge? Alors, moi, je ne vais pas dire oui ou non, puisque ce n'est pas mon rôle d'arbitrer les négociations sur les retraites. Mais le gouvernement pourrait renoncer à l'idée de faire travailler les Français plus longtemps.
Moi, je pense que tout est sur la table, mais à mon humble avis, et ce n'est que mon humble avis, et je ne suis pas la ministre en charge de la question des retraites, c'est un préalable essentiel pour arriver à l'équilibre. Mais encore une fois, je ne suis pas chargée de porter les discussions là-dessus. Le ministre du Travail avec la Première ministre diront quels sont les arbitrages qui sont retenus. Mais je pense qu'il faut écouter et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main les propositions qui sont faites comme cela. Donc il faut écouter tout le monde, voir comment on trouve des solutions ensemble. Et c'est cette méthode que je veux saluer qui est en train d'être menée. Et on comprend en creux de vos propos, même si je vais le reformuler à ma manière, que vous ne seriez pas choqué par l'idée qu'on prenne le temps de la discussion plutôt que d'aller vite à tout va et braquer tout le monde. Est-ce que j'ai mal compris ? Non, vous avez très bien compris, mais moi je n'ai entendu personne au gouvernement dire je veux aller vite et braquer tout le monde. Oui. Je pense que quand on fait un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est un peu quand par exemple Laurent Berger de la CFDT, qui est quand même pas un syndicat d'extrême gauche, dit si vous faites ça, non, c'est moi qui le dis. Si vous faites ça, par exemple, on se retire du Conseil national de la refondation. Ça reviendrait à braquer tout le monde parce que ça voudrait dire torpiller toutes les tentatives de dialogue social que le président a lui-même lancées. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut entendre tout le monde, prendre le temps de la discussion, entendre à la fois nos partenaires dans la majorité, mais trouver aussi les voies et moyens d'aller de manière efficace pour transformer le pays. Vous savez, la réforme des retraites, c'était un engagement du président. Déjà dans le premier quinquennat, nous avions travaillé, et notamment avec Édouard Philippe, que je salue, qui était mon Premier ministre. On avait beaucoup travaillé sur la retraite des femmes, pour qu'il y ait des planchers, pour qu'on avance. D'ailleurs, un premier travail a été fait sur la retraite des agriculteurs, d'ores et déjà. Et ensuite, c'est un engagement de campagne du président de la République. Donc, que le président et le gouvernement souhaitent tenir leurs engagements de campagne, je pense que c'est plutôt à saluer. Vous savez quand est-ce qu'on sera fixé sur la méthode ? Vous savez quand la décision sera rendue et communiquée par le président ou la Première ministre ? Première ministre ou ministre du Travail de s'exprimer sur ce sujet. Je voudrais qu'on en vienne à un autre sujet. On évoquait tout à l'heure l'un des engagements de votre vie, c'est la question des femmes. C'est une question qui, à nouveau, s'est invitée dans le débat politique ces derniers jours. Commençons par le cas de Julien Bayou. Il a été mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, suite à une déclaration de Sandrine Rousseau, autre députée écolo, qui, lundi, chez nos collègues de France 5, a indiqué avoir reçu une ex-compagne de Julien Bayou dans un état très déprimé, disait-elle, et qui a fait une tentative de suicide quelques semaines après, a-t-elle raconté. Est-ce qu'elle a eu raison d'en faire état publiquement ? Mais d'abord, vous dites commençons par le cas de Julien Bayou. Je pense, c'est pas du tout contre vous, c'est dans le débat public et de manière générale, quand on traite les affaires de violences sexistes ou sexuelles, je pense que quand on le fait à la tête du client, on le fait contre la justice finalement. C'est l'ennemi du principe même de justice et d'état de droit que de dire qu'on va rendre une décision, mais ça dépend de l'homme, ça dépend de sa proximité, ça dépend de son parti politique. Je pense qu'on est dans un état de droit, on est dans un pays dans lequel il y a une justice. Les êtres humains en France se sont organisés comme ça. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Et donc justice, c'est à la pas justice. Un tribunal public. Par exemple, Sandrine Rousseau a eu tort d'en faire état publiquement. Vous dites il aurait fallu gérer cette affaire en justice. Non, c'est pas une question de tort ou de raison, c'est une question que je suis très frappée de voir que dans les débats, pour moi, il y a deux grandes absentes qui sont fondamentales et qui devraient être au cœur du débat. La grande absente de ces débats, c'est la justice. On a l'impression que la justice se rend dans les partis politiques et que l'on décide si on va déclarer coupables ou innocents les personnes qui sont mises en cause pour des faits de violences sexistes et sexuelles, au-delà de toute justice. Or, quand il y a un cas comme cela, il y a deux types de sanctions. La décision de justice et ensuite une sanction, par exemple, professionnelle ou politique, mais ça ne se substitue pas à la justice et à l'état de droit. Et ça, je pense que c'est important parce que ça évite aussi le deux poids, deux mesures et d'avoir deux doctrines différentes selon que les personnes sont dans notre parti politique ou qu'elles n'y sont pas. Mais par exemple, ça veut dire que vous êtes hostile à ce que Julien Bayou ou Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise, qui lui s'est mis en retrait également de son poste, après avoir reconnu avoir giflé sa compagne dont il est en instance de divorce, vous êtes contre l'idée qu'ils puissent démissionner de leur poste de député. Aurore Berger, qui est la présidente du groupe majoritaire Renaissance à l'Assemblée, disait il y a quelques jours « Je ne crois pas que sa place, à propos d'Adrien Quatennens, soit dans l'hémicycle ». Elle disait qu'il ne serait pas bienvenu et qu'il ne serait probablement pas bien accueilli dans l'hémicycle. C'est un fait, et en tant que présidente de groupe, c'est ce qu'elle partage. Mais je vous disais que pour moi, il y a deux grandes absentes dans le débat. Et la deuxième grande absente, ce sont les femmes victimes de violences conjugales. Parce qu'à force de débattre pour savoir... D'abord, je veux dire qu'il y a eu un recul quand même dans le débat public terrible. Moi, j'ai porté ce combat à bout de bras. Je porte depuis l'adolescence et je l'ai porté pendant 5 ans au gouvernement pour faire en sorte qu'on trouve que les violences conjugales, c'est grave, que ça a des conséquences, qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et là, depuis quelques semaines, on entend que finalement, les gifles ou le harcèlement téléphonique, c'est pas si grave. Et on est encore à débattre. Vous vous rendez compte le recul terrible dans le débat public? On en revient à débattre pour savoir si frapper sa femme, ce sont des violences conjugales ou si ce sont des faits acceptables. Donc moi, je ne me prononcerai pas sur le cas de Adrien Quatennens ou de Julien Bayou, parce que je ne suis
pas procureur, avocate ou juge, et donc je pense que c'est à la justice de le faire. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que remettons au centre la défense des femmes victimes de violences conjugales. Personne n'a rappelé qu'il y avait un numéro de téléphone, le 3919, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, parce que là, il y a plein de femmes qui nous regardent et qui sont en train de se dire « Ah bon, peut-être que des gifles, en fait, c'est pas si grave. » Non, c'est grave. C'est grave de donner une gifle à sa femme. Donc vous êtes choqué quand Jean-Luc Mélenchon salue le courage d'Adrien Quatennens dans un premier tweet de réaction. Mais minimiser les faits de violence conjugale, c'est nous faire à toutes et à tous un recul absolument terrible. Et moi, je me suis peu exprimée sur ces sujets parce que je ne veux pas en faire une instrumentalisation politicienne, parce que le sujet est trop grave et qui me tient trop à cœur pour cela. Mais oui, il ne faut pas minimiser les violences et il ne faut pas... là, j'ai vu encore sur des pages de réseaux sociaux de responsables politiques partager des photos d'Adrien Quatennens en disant merci, bravo, nous t'aimons, nous te soutenons, etc. Là encore, je trouve que l'absence du débat, ce sont les femmes victimes de violences conjugales qui regardent cela et quel message leur est adressé à elles. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur plus particulièrement. Vous partagez l'idée exprimée par la Première ministre cette semaine que Jean-Luc Mélenchon banalise les violences intrafamiliales. C'est fort de dire qu'il banalise les violences intrafamiliales, alors qu'il a publié un tweet d'amitié et pour saluer Adrien Quatennens. Écoutez, moi, je pense qu'il y a là encore plusieurs débats différents. Oui, je trouve que dans le débat, et quand on regarde les réseaux sociaux, il y a eu une banalisation terrible de ces faits, en n'utilisant pas les termes juridiques de qualification appropriés, en utilisant des mots du quotidien. Oui, je trouve qu'il y a eu une banalisation des violences conjugales, mais encore une fois... Mais il y a eu, y compris par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas il y a eu quelque part en l'air comme ça, il y a des personnes qui ont banalisé. Oui, bien sûr, par le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui m'a choquée, mais je crois qu'il a choqué aussi des femmes et des hommes de la France insoumise. Donc c'était une expression, bien sûr, tout a été dit d'ailleurs sur ce tweet et sur les réactions d'ailleurs après, y compris auprès des journalistes qui ont été pour le moins... Vous faites allusion à la séquence d'hier lorsqu'il est à nouveau interrogé par exemple sur son tweet et où il assume, oui, parce que je montre, tout en apposant la main sur la joue d'un journaliste. Pardon de le dire, et je le dirais, quelle que soit la personne, je trouve que ça montre à quel point il n'a pas compris en fait les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre. Parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement, c'est mon cas, moi jamais j'irai vous attraper la joue, jamais. Pourquoi ? Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas frapper, c'est ne pas abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne, c'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter, etc. Et en allant saisir la joue d'un journaliste qui est un geste pour le moins déplacé envers qui que ce soit, et singulièrement envers la presse. Je veux dire, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental pour lequel, là encore une fois, la France se bat partout dans le monde. Certains des soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont rappelé, certes pas des journalistes, mais qu'il est arrivé à Emmanuel Macron aussi de toucher les joues de personnes qui lui parlaient, c'est une forme tactile de s'exprimer. Mais là aussi, ça montre la méconnaissance terrible, et je le déplore, et j'ai envie de dire que je n'en veux même pas personnellement, mais ça montre à quel point, dans le pays, on a encore du travail pour avancer sur ces sujets-là. C'est pas la même chose avec un ami ou un proche de faire une caresse et de saisir la joue avec une menace. Ce sont deux choses totalement différentes. Et je pense que ça montre à quel point on a encore du travail à faire sur la question du consentement de façon générale. Sur la question des réponses, hier, Aurélien Pradier, qui est député LR, candidat à la présidence de son parti, a redit sa fierté d'avoir porté, et vous connaissez ça par cœur, la généralisation du bracelet anti-rapprochement. Mais lui, il dit il faut aller plus loin, il faut créer une juridiction spécialisée. Je citais tout à l'heure Philippe Martinez. À votre place, lui, hier, il disait la justice n'a pas les moyens suffisants, n'a pas la capacité d'aller suffisamment vite et suffisamment fort. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire et des procédures à changer ? Oui, plusieurs choses. D'abord, effectivement, Aurélien Pradier a porté dans une loi les mesures que nous avons travaillé et portées avec Édouard Philippe et le gouvernement dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Et il s'est saisi de nos travaux pour les porter dans la loi. D'ailleurs, ça a été enrichi par la majorité. Je veux le dire parce que je ne veux pas qu'il y ait d'instrumentalisation politique, ni d'un côté, ni de l'autre, et c'est fondamental. Et quand j'ai lancé le Grenelle des violences conjugales, pardon de le rappeler, mais j'étais bien seule. Et à l'époque, quand j'avais parlé de féminicide, il y avait même des débats avec des opposants politiques pour dire que ce mot n'existait pas, que j'inventais un mot, etc. Heureusement, aujourd'hui, il est utilisé et la société progresse
un petit peu sur ces sujets. Sur cette question de la juridiction, je pense que ça fait partie des améliorations que nous devons pouvoir porter. Je disais tout à l'heure... Une juridiction spécialisée. Oui, je disais tout à l'heure que nous sommes dans un état de droit. Ça ne veut pas dire que la justice est parfaite à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous avons fait tout un travail au ministère de l'Intérieur pour former les policiers, pour former les gendarmes. Il y a un travail mené pour former les magistrats. Nous avons aujourd'hui un garde des Sceaux formidablement mobilisé, Éric Dupond-Moretti. Nous avons au ministère de l'Égalité femmes-hommes une ancienne magistrate, Isabelle Rome, qui connaît par cœur ces sujets de prise en charge par la justice, et je lui fais toute confiance pour réaliser de nouvelles avancées sur ce sujet. Elle a dit d'ailleurs qu'elle était favorable à des juridictions spécialisées. Il faut qu'on voit si ça évite l'écueil d'un faible maillage territorial, parce que l'écueil de cela, c'est de se dire vous avez 4 juridictions spécialisées dans le pays, et donc si vous êtes dans une zone éloignée ou en Sarthe ou en Corse du Sud, vous n'avez pas accès à une juridiction spécialisée. Donc est-ce que nous avons la capacité d'en faire partout? Mais mieux former la justice à ces enjeux de violence sexiste et sexuelle, c'est évidemment un enjeu très fort et porté aussi par le gouvernement. Vous avez reçu hier la footballeuse Keira Amraoui, qui a été victime d'une agression dont l'auteur présumé est sa coéquipière du PSG, Aminata Diallo, qui elle-même a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. À quel titre vous la receviez hier? Pourquoi ce rendez-vous et cet échange? Keira Amraoui, effectivement, elle a été victime d'une agression. Ça, c'est établi et la justice devra établir dans quelles circonstances et les responsabilités et les coupables. Je ne me mêle pas, évidemment, de l'enquête. Mais à la suite de cela, elle a été aussi victime pendant des mois de cyberharcèlement en meute extrêmement violent. J'ai porté et fait voter la loi contre le cyberharcèlement en meute. Et aujourd'hui, nous avons cette grande footballeuse qui veut s'engager davantage pour créer une association ou une fondation pour soutenir les jeunes et pour faire de la prévention face à ces faits. Alors, je suis ministre en charge de la vie associative. Donc, c'était important pour moi de la recevoir. D'abord, en tant que femme, lui adresser mon soutien face à toute cette campagne de dénigrement à laquelle elle doit faire face aujourd'hui. Et ensuite, pour travailler avec elle sur la création de cette future activité qu'elle entend porter, en plus de sa carrière de championne de football. Elle veut aller dans les écoles, dans les lycées, parler aux jeunes, dire que le harcèlement, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi dans les clubs de sport, et porter cette parole pour mieux protéger les jeunes, notamment face au cyberharcèlement. Je trouve que c'est un très beau combat et je la soutiendrai. Tout à l'heure, on parlait de Sandrine Rousseau. Il y a un lien avec cette question du cyberharcèlement. Il y a quelques semaines, elle estimait en être elle-même victime en raison de l'existence d'un compte parodique sur Twitter, Sardine Ruisseau, qui, estime-t-elle, non seulement se moque d'elle, l'humilie, mais aussi entraîne derrière des raids qui lui sont hostiles sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez là qu'on est aussi dans un cas de cyberharcèlement, où on est là dans le débat politique? Elle souhaitait par exemple que l'humour ait des limites. Où s'arrête l'humour, où commence le cyberharcèlement? Alors là, c'est un débat politico-philosophique. D'abord, moi, je ne suis plus sur Twitter depuis des mois. J'ai un compte Twitter, c'est pas moi qui l'alimente. Mon équipe regarde ce qui s'y passe. Quand j'ai envie de m'exprimer, je leur passe les messages et les posts pour, pardon de le dire, mais pour protéger ma santé mentale. Parce que j'ai été moi-même victime de fatwas, victime de menaces de mort, victime de cyberharcèlement, de raids numériques de manière extraordinairement violente, y compris avec des photomontages, avec des attaques personnelles, des menaces crédibles. Certains, d'ailleurs, ont été condamnés en justice. Et donc, j'ai décidé de me préserver et de quitter Twitter et de passer par des intermédiaires qui animent ce compte Twitter à ma place. Donc, je n'ai pas connaissance de ce compte parodique en particulier. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce qu'il partage. Je pense que l'humour, en fait, s'arrête, et c'est comme la liberté d'expression, c'est-à-dire il y a une liberté d'expression qui est fondamentale et ça s'arrête dans les limites de la loi. C'est-à-dire, il y a une liberté d'expression, mais j'ai le droit de dire ce que je pense de vous, mais je n'ai pas le droit de vous menacer de mort, je n'ai pas le droit de vous crier des insultes antisémites ou sexistes. Voilà, c'est tout ce qui est caractérisé dans la loi qui borne justement cette liberté d'expression et là aussi qui existe pour chacun d'entre nous. Mais le cyberharcèlement n'est pas acceptable, qu'il vise une femme de la majorité présidentielle, qu'il vise une femme de l'opposition, qu'il vise une footballeuse, un jeune anonyme ou un homme, une femme, quelle que soit la personne, ça n'est jamais acceptable. Il n'y a jamais de bonne raison de cyberharceler quelqu'un. Est-ce qu'on a aujourd'hui tous les outils nécessaires? Sur les réseaux sociaux, il y a un autre phénomène ces dernières semaines qui inquiète les services de l'État. C'est nos confrères de l'Express qui le révèlent dans une note confidentielle datée de fin août. Des raids qui, eux, ciblent la laïcité à l'école avec différents messages, un encouragement à porter des vêtements marquant une appartenance religieuse à l'école, une incitation à la prière au sein de l'école, l'incitation à avoir des conflits entre enseignants et élèves porteurs de confession. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est une menace face à laquelle on est encore aujourd'hui partiellement impuissant? Je pense que c'est une menace qui est réelle et qui existe. Moi, vous savez, j'étais avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur le jour de l'attentat terrible contre le professeur Samuel Paty. Nous sommes allés ensemble le soir même
dans le collège et c'est quelque chose qui vous marque à vie. Moi, je me souviendrai toujours du regard de ce policier de la police municipale qui avait arrêté la course folle du terroriste. Et je pense que tout ceci avait commencé, j'en suis sûre même, avait commencé sur les réseaux sociaux par la divulgation de l'adresse et d'informations personnelles concernant le professeur Samuel Paty. Nous avons depuis renforcé la loi, avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur notamment, sur la divulgation d'informations privées, notamment quand ça vise des agents de la fonction publique ou Donc, chargés de ça veut dire qu'aujourd'hui, on a service. les outils, vous pensez? Alors, je pense que nous avons les outils théoriques et ensuite, c'est une question de mise en application. Par exemple, on a renforcé Pharos, qui est cet outil de lutte contre les menaces et la haine en ligne. Il n'était pas ouvert 24 heures sur 24, il l'est aujourd'hui. Nous avons créé un bureau de la laïcité, nous avons créé une unité de contre-discours républicain. Encore faut-il maintenant que tout cela prenne effet face à la menace, tout en rappelant bien qu'il y a des choses différentes, que tout ne se vaut pas et que tout ça doit se faire dans le plus profond respect des croyances et des engagements de chacun. Mais ce contre quoi nous luttons, c'est vraiment le terreau du terrorisme. C'est ce que fait le ministère de l'Intérieur. Je n'y suis plus aujourd'hui, je suis rattachée à Matignon, mais ce travail continue avec mes collègues Gérald Darmanin et Sonia Backès. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir accepté notre invitation ce matin.